Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose? Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. 9h, 11h. On aurait souhaité qu'il y ait un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, on continue la matinée ensemble sur Sud Radio, apprendre et comprendre. Ce matin dans le grand référendum, on va parler des robots. Sont-ils une menace pour nos emplois? On découvrait il y a quelques semaines Little Mo, un robot conçu aux États-Unis capable d'éliminer toute trace du virus Ebola en moins de 10 minutes. Gain de temps, sécurité sanitaire pour les équipes soignantes. Voici un robot qui pourrait se rendre très utile dans un avenir proche. Mais à nous rendre de si grands services, les robots pourraient bientôt constituer une concurrence très rude sur le marché du travail. Un cabinet spécialisé dans les nouvelles technologies, le cabinet Roland Berger, vient de publier une étude qui montre qu'à l'horizon 2025, la robotisation de l'économie menacerait plus de 3 millions d'emplois en France. Et plus seulement dans l'industrie, agriculture, police, hôtellerie, journalisme, comptabilité, presque tous les secteurs de l'économie seront touchés par l'automatisation des tâches. Fini l'époque du diplôme bouclier contre le chômage. La robotisation et ses conséquences lourdes pour l'emploi, mais aussi ses gains de productivité pour l'économie, ses services nouveaux pour le consommateur. Alors, faut-il craindre cette troisième révolution industrielle qui arrive avec les robots? Faut-il craindre pour nos emplois dans l'avenir? On en parle ce matin dans le grand référendum. Vous participez au débat bien évidemment. 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir à l'antenne. Vous votez sur sudradio.fr et vos commentaires bien sûr sur Twitter avec le hashtag Sud Radio et sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle de l'arrivée des robots sur le marché du travail. Est-ce qu'il faut craindre cette troisième révolution industrielle qui arrive très bientôt? Les robots qui pourraient, après avoir pris le travail des cols bleus, prendre celui des cols blancs également. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On en parle ce matin avec nos invités. Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot. Bonjour Frédéric Boidron. Bonjour. Nous sommes en ligne également avec Bruno Bonnel, président du CIRobot, syndicat de la robotique de service. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. De toutes les aventures de l'électronique depuis plus de 30 ans, Bruno Bonnel, vous étiez le cofondateur d'Infogrames. Aujourd'hui, vous misez sur les robots. Vous présidez deux sociétés. Vous êtes l'administrateur de deux sociétés de la robotique précisément. Vous pensez que les robots, c'est l'avenir du monde du travail aujourd'hui, Bruno Bonnel? C'est clairement une évolution du monde du travail, comme ou tout du moins aussi importante que celle qu'on a connue au moment de la révolution industrielle. Au début, il y a eu l'invention de l'outil qui a amélioré la dextérité de l'homme, puis l'invention de la machine qui a amélioré sa force. Aujourd'hui, on est à l'heure des robots où on va déporter une partie de notre intelligence sur des machines qui vont nous assister dans le quotidien, aussi bien à la maison qu'au travail. Alors les robots, ça n'est pas non plus nouveau. Les robots, ça existe dans les usines depuis très longtemps. On sait qu'ils se sont peu à peu substitués au travail humain parce que plus grande efficacité, ça ne se fatigue jamais. Un robot, des fois ça tombe en panne, mais c'est facilement réparable. Mais là, on parle de quand même toute autre chose puisque ce sont des professions, les professions des classes moyennes, des classes moyennes supérieures qui risquent assez rapidement de se retrouver concurrencées. Dans le journalisme, par exemple, les moteurs de recherche se substituent beaucoup au travail de rédaction, de collecte de l'information. Demain, dans la comptabilité, etc., etc., on est quand même sur une véritable révolution de la robotique pour les 10 années, 15 années qui viennent. C'est quand même demain, c'est 2025 aujourd'hui, Bruno Bonnel. Alors oui, effectivement, d'ailleurs je l'appelle la robolution, effectivement, de ce terme un peu, ce néologisme qui va associer robotique et révolution. L'année 2025, elle veut surtout dire effectivement que ça a commencé et qu'on est très très proche de véritables changements. Alors l'article auquel vous faites référence, qui effectivement prédit des 3 millions de pertes d'emplois, etc., il est un petit peu alarmiste. Il a l'avantage de réveiller les consciences sur l'amplitude de ces transformations. Il a le désavantage d'être un peu myope sur les opportunités d'emploi que ça va créer et les transformations. Je voudrais juste vous rappeler que le numérique, par exemple, dans un rapport célèbre, le rapport Noraminck des années 80, fin des années 70, début des années 80, disait que on allait perdre des millions d'emplois et pas en créer. L'infographie, par exemple, le métier d'infographie
j'insiste, n'était pas envisageable, il n'existait pas. Et c'est aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui pratiquent ce métier dans le monde. De la même manière, la robotique va faire disparaître, c'est clair, un certain nombre d'emplois, les tâches les plus pénibles, les plus difficiles, et également un certain nombre d'emplois intermédiaires, mais elle va en créer également des millions. Alors précisément, Bruno Bonnell, quels sont les premiers métiers qui vont être bousculés par l'arrivée de cette nouvelle génération de robots? On parle beaucoup, par exemple, des services à la personne, Bruno Bonnell. Alors justement, je pense qu'il faut nuancer ça, parce que dans un métier de service à la personne, il y a deux fonctions. Il y a une fonction mécanique, une fonction presque de machine, qui consiste à faire des prélèvements, à faire des piqûres, à faire des opérations complexes sur le corps, mais qui reste très technique. Et puis il y a une partie émotionnelle qui est la relation à l'autre. Donc bien évidemment que cette partie-là ne sera jamais transformée par des robots. Mais quelle simplification de tâches si on pouvait avoir des robots compagnons qui aident et qui assistent les gens qui travaillent auprès de personnes âgées ou handicapées ou d'enfants. Je pense que quand on caricature le robot, on revient un peu dans les années 20 où on imagine, comme dans le film Metropolis par exemple, que les robots a été fabriqués pour remplacer l'homme. En fait, il a été fabriqué et conçu pour augmenter l'homme, pour l'assister dans son travail. D'ailleurs, les Japonais ne parlent déjà plus de robots, mais de kobo, ko comme collègue, comme compagnon, en tout cas comme assistant au métier traditionnel. Bruno Bonnell, est-ce que vous pensez qu'en France, on est prêt à voir arriver ces robots à visage humain, comme on en voit par exemple au Japon? Les Japonais sont extrêmement décomplexés par rapport à ça, à l'humanisation des robots. En France, on vit ça assez mal. On ne pense pas que beaucoup de gens s'en inquiètent, se disent c'est assez inquiétant cette tendance à vouloir humaniser les robots. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Bruno Bonnell? Alors, les robots que vous décrivez, on les appelle les humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont une apparence humaine, mais ils sont pas complètement des humains. Alors là-dessus, il y a des très grandes controverses internationales, et vous avez raison, en France, on est plutôt du côté des gens qui les rejettent, alors qu'au Japon, on les admet. C'est historique. Le robot est né en Europe à partir d'une pièce de Capek, un auteur tchèque, qui décrivait justement des ouvriers à qui on avait plus ou moins enlevé le cerveau et qui remplaçaient les humains, donc il a fait peur parce qu'il remplace l'être humain. Alors qu'au Japon, le robot est né avec Astro Boy, un petit bonhomme très sympa qui a redressé le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est un peu un Superman robotique, donc il est plutôt sympathique. Donc il y a eu ce côté antipathie du robot d'un côté, occidental, et puis au niveau oriental, une sympathie réelle pour la robotique humanoïde. La vérité, c'est qu'on est très 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 loin de réussir à lui donner même une approche de l'homme. Je fais une métaphore que j'aime bien, c'est Dieu a créé le monde en 7 jours. En ce qui concerne la robotique humanoïde, on est lundi matin à 8h15. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début des performances attendues par le consommateur pour vraiment avoir des robots humanoïdes satisfaisants. Donc finalement, qu'on les craigne pas, ils sont pas encore au détour de la rue. Le robot est beaucoup plus simple. George Lucas, qui a eu des deux robots symboliques, qui sont l'humanoïde doré, C6PO, et la boîte de conserve à roulettes R2D2, avait fait des études en son temps, et R2D2, qui rendait beaucoup de services à son héros, était quand même de très très loin le favori des humains comme robots qui pourraient nous accompagner dans le futur. Alors vous faites allusion, Bruno Bonnell, à l'étymologie du mot robot. Ça vient de robotnik, un terme slave qui veut dire esclave. Mais oui, quand on voit arriver des robots qui sont capables de faire de la comptabilité, qui sont capables d'écrire des articles, qui sont capables de mener des tâches intellectuelles, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur l'esclavage de ces machines. Est-ce que véritablement il n'y a pas la tentation, dès lors que l'on sera en mesure de le faire, de libérer ces robots de la soumission à l'humanité? Écoutez, là-dessus, voilà, c'est une grande question, mais vraiment qui se pose aujourd'hui, Bruno Bonnell. Alors, je vais vous rassurer sur deux plans. Le premier, c'est que, vous savez, cette fameuse phrase d'un gars qui travaille sur les big data, les grandes bases de données, qui disait si vous donnez à 10 milliards de singes 10 milliards de machines à écrire et qu'ils tapent aléatoirement pendant 10 milliards d'heures, vous finirez par faire une œuvre de Shakespeare. Parce que quand on est dans l'aléatoire des grands nombres, on arrive toujours à des situations un peu absurdes. C'est un petit peu ça l'intelligence artificielle. C'est que, attention, nous avons, nous les humains, une capacité discrétionnaire, une capacité de bon sens, une intuition qui fait que l'intelligence reste quand même le propre de l'homme. Et quand vous parlez des tâches de comptabilité ou même d'écriture, mais d'une façon systématique et d'une façon copiée, vous enlevez ce que j'appellerais le génie humain.
Et là-dessus, on est très très protégé. Alors bien sûr qu'on peut se faire peur par rapport à leur efficacité. Et peut-être que justement, grâce à la robotique, on va sortir de ce monde de l'efficacité absolue pour revenir vers de l'émotion, pour revenir vers de la sensation. Et finalement, comme le dit d'ailleurs c'est la dernière phrase de mon livre, Viva la Révolution, je dis le robot ne nous donnera plus d'excuses pour ne pas avoir du temps pour les autres êtres humains. Et je crois que c'est ça qui est important à comprendre, c'est que si on pouvait nous affranchir de tâches qui sont effectivement un peu systématiques, même sophistiquées, eh bien, ça nous donnera surtout l'occasion de nous repenser le rapport humain, et c'est ça qui est important dans l'évolution de la révolution. Bruno Bonnell, on entend dire aussi beaucoup qu'en la matière, eh bien, la France pourrait louper le coche. Le rapport gallois, précisément, le disait il y a quelque temps. La France ne doit pas louper le virage de cette révolution que seront les robots. On sait que les robots ont dans nos industries moins de place, par exemple, qu'en Allemagne. Cette fameuse rovolution que vous appelez de vos voeux, vous pensez qu'aujourd'hui la France en a pris le virage, Bruno Bonnell ? Alors, je pense effectivement que depuis 2 ans, nous avons lancé le plan France Robot Initiative. Par la prise de conscience, effectivement, il y avait un certain nombre de retards. Mais ces retards, finalement, sont des opportunités, parce qu'on est sorti d'une robotique de première génération, ce que moi j'appelle les dinosaures, qui sont les robots qu'on voit dans les usines, qui soudent, qui peignent, etc., pour aller vers une robotique plus subtile, plus de services, de deuxième génération. Et le fait que nous n'ayons pas de base installée dans nos usines, dans nos ateliers, peut nous donner un avantage compétitif majeur. Le deuxième point, c'est que la France est parmi les pays les plus créatifs au monde en termes de recherche et de développement en robots. Nous avons par exemple demain le groupement de recherche robotique qui tient son symposium à Paris, où plus de 60 laboratoires viennent expliquer les différentes réflexions qu'ils ont sur le transport, sur la logistique, sur la médecine, sur autant de sujets dans lesquels les Français en recherche sont en pointe. Donc moi je crois au contraire que la robotique et la révolution en général est une opportunité pour la France, à la fois de relocaliser, parce qu'un robot à Paris, un robot à Pékin c'est le même prix, et en même temps de générer de la valeur par la création de robots proprement français qu'on pourra distribuer dans le monde entier. Bruno Bonnell, président du CIROBO, le syndicat de la robotique de service, auteur de Viva la Révolution, sorti chez Lattès, Viva la Révolution, nouvelle étape pour l'humanité. C'est précisément ce dont on parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio, apprendre et comprendre. Est-ce qu'il faut craindre l'arrivée de ces robots? Est-ce qu'ils constituent une concurrence déloyale sur le marché du travail, en écho à cette étude assez inquiétante qui nous parle de 3 millions d'emplois qui pourraient être menacés d'ici 2025 avec l'arrivée des robots. Les robots, gisement d'opportunités aussi, vient de nous expliquer Bruno Bonnell. Et bien précisément, on va demander dans un instant à notre second invité, Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot, ce qu'il en pense. Vous restez avec nous sur Sud Radio, apprendre et comprendre. Vous participez vous aussi au débat. 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir à l'antenne. Vous n'hésitez pas, vous nous laissez des messages également sur les réseaux sociaux, Facebook avec la page Sud Radio, sur Twitter vos messages avec le hashtag Sud Radio, et vous votez bien évidemment sur sudradio.fr où vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires. Une courte pause et on revient dans un instant. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle de cette révolution qui arrive, l'arrivée des robots, deuxième génération de robots, cette fois-ci capables d'effectuer des tâches bien plus complexes et qui pourraient menacer jusqu'à 3 millions d'emplois, nous dit le cabinet Roland Berger, auteur d'une étude dont les conclusions sont parues ce week-end dans le journal du dimanche. On en parle avec Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot. Bonjour Frédéric Boidron. Bonjour. Alors on a entendu l'enthousiasme à l'instant de Bruno Bonnell, président du CIROBO, nous dire effectivement pourquoi les robots ne prendraient pas effectivement quelques emplois, quelques millions d'emplois d'ici quelques temps, mais c'est au maître que ces robots vont être aussi une opportunité, vont radicalement changer la société. Frédéric Boidron, est-ce que vous aussi vous êtes un partisan de cette révolution qui arrive ? Oui, complètement. En fait, la robotique, effectivement, va changer en profondeur la société telle qu'elle existe actuellement, c'est clair. Moi, c'est vrai que je vois un peu plus loin, d'ici 30 ans. Pour moi, la robotique, mais également l'impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc tout ça va bouleverser notre quotidien. C'est clair que c'est dès aujourd'hui qu'il faut réfléchir à la façon dont on va justement accompagner cette modernisation de nos sociétés en général, puisque ça va pas toucher la France, ça va toucher le monde entier.
Alors, on voit bien que, précisément, il y a des secteurs qui vont être plus impactés que d'autres. On parlait de la police, le maintien de l'ordre, l'hôtellerie, l'agriculture, la comptabilité, par exemple. Mais il y a aussi des professions qui risquent d'être sanctuarisées. L'éducation, la santé, la culture. On se demande comment les robots pourraient intervenir autrement que comme de simples objets dans ces métiers-là. Est-ce que les robots sont voués, d'après vous, à intervenir partout, tout le temps, dans tous les secteurs de la société, Frédéric Boidron? Je pense effectivement que ça va toucher tous les corps de métier, même ceux que vous avez cités. Je pense par exemple à l'éducation. Rappelez-vous, dans les années 80, mettre des ordinateurs dans les écoles, ça permettait aux enfants d'avoir plus envie d'apprendre, de passer du temps justement sur l'outil pour apprendre la géométrie, la grammaire. Il y avait des logiciels qui allaient dans ce sens-là. La robotique peut faire le même effet, c'est-à-dire qu'il va vraiment donner envie à l'enfant ou à l'adulte d'apprendre des nouvelles choses. Parce qu'il y aura un côté limite émotionnel avec le robot qui peut apporter un affect et donc permettre en fait voilà je me répète, mais de donner envie à chacun d'apprendre de nouvelles choses accompagné par le robot. Alors, vous travaillez vous êtes le rédacteur en chef de ce bimestriel Planète Robot. Quelles sont les tendances actuellement dans le monde de la robotique? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, ces robots qu'on voit de plus en plus à la télévision, il y en a certains qui sont même connus. Par exemple, on pense au petit robot Nao, ce petit robot plutôt mignon. Mais on pense aussi à ces grands robots japonais très humanoïdes que nous décrivait Bruno Bonnell. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces robots sont prêts à entrer dans la vie quotidienne ou est-ce qu'ils sont encore à un simple stade ils sont cantonnés au salon ou ce ne sont encore que des machines expérimentales? Je dirais que pour l'instant, on en est encore un peu à cette phase un peu expérimentale, comme vous dites, même si on commence à en voir dans les médias, on commence à en voir, par exemple, Nao qui se retrouve sur Canal+, sur le plateau d'une émission de télévision. Je pense que le robot, en fait, va rentrer de façon par des petites portes et va finir par rentrer effectivement dans les foyers. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas tarder. Déjà, c'est même déjà commencé puisque les robots aspirateurs, les robots qui tondent la pelouse existent déjà depuis de nombreuses années et ça fonctionne. Je pense que les utilisateurs qui en ont en sont très contents. Le robot, après, ça dépend aussi ce qu'on appelle le robot. Après, le robot humanoïde, lui, il va prendre peut-être un peu plus de temps à arriver, même si ça peut arriver relativement rapidement. Il suffit d'un constructeur, je sais pas, on peut prendre l'exemple d'Aldébaran avec leur robot Pepper qui est censé arriver en 2015 dans les premiers foyers. On peut imaginer ça un peu comme l'iPhone. Il y avait déjà des smartphones avant, mais quand l'iPhone est arrivé, ça a lancé tout un ensemble de ça a ouvert des possibilités ça a ouvert des possibilités qui n'étaient pas envisageables jusque-là, ouais. Ouais, et le robot peut très bien arriver juste parce que voilà, il y en a un qui sera un peu plus mis en avant par les médias, par la presse, et les gens vont commencer à s'équiper et puis je pense qu'après voilà, toutes les autres sociétés vont s'y mettre. Est-ce que vous pensez que le robot, finalement, son arrivée dans les foyers comme un animal de compagnie ou finalement c'est un phénomène inéluctable, on y va et c'est sûr qu'on y ira, Frédéric Boidron, à savoir que est-ce que véritablement ces robots, on est condamnés finalement à les voir arriver chez nous? Condamné, non, parce que est-ce que c'est inéluctable? Oui, ça par contre, oui, je pense que c'est la simple suite des choses. Dans les années 70, beaucoup de gens ne croyaient pas à l'arrivée de l'ordinateur à la maison. À quoi peut servir un ordinateur à la maison? Maintenant, on a du mal à se passer de sa tablette, de son smartphone, de son ordinateur, parce que tout ça, c'est des ordinateurs. Le robot, ça va faire pareil. C'est que au début, la plupart des gens vont être contre en se disant que à quoi ça sert, à quoi peut me servir un robot à la maison. Et puis le fait de voir chez un ami un robot qui pilote tout le système domotique de la maison, qui en plus lance une impression 3D d'un verre manquant pour la table ou voilà tout ce genre de choses qui vont commencer à arriver dans les foyers.
par le bouche à oreille, et puis tout simplement parce que ça va rentrer dans les mœurs, tout doucement, comme c'est fait l'informatique. Mmh. Et qu'en est-il de l'impact sur l'emploi? Cette étude du cabinet Roland Berger qui chiffre à 3 millions le nombre d'emplois détruits par l'arrivée des robots sur le marché du travail. C'est quand même assez inquiétant, Frédéric Boidron, ce chiffre de 3 millions d'emplois, c'est quand même extrêmement parlant. Est-ce que véritablement il faut s'inquiéter d'une concurrence robotique sur le marché du travail? Alors, pareil, je fais souvent le lien avec l'informatique. Rappelez-vous, dans les années 70, tout le monde avait peur de l'informatique. Et en fait, aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine. Mais en fait, je rejoins Bruno Bonnel sur ça. C'est qu'effectivement, le robot, dans un premier temps, il va faire peur, forcément. Et puis, de toute façon, il va rentrer, mais plus par collaboration. C'est-à-dire que ça va être du travail collaboratif. Le robot n'est pas là pour remplacer, mais c'est plutôt un outil. Il est là en fait pour assister l'humain, pour l'aider dans sa tâche. Il y a de nombreux robots comme par exemple le robot Baxter, créé par Rodney Brooks. Et donc c'est un robot en fait qui travaille réellement avec l'humain. C'est-à-dire qu'il va par exemple tenir une porte de voiture, par exemple, j'en sais rien, et l'humain lui va faire de la soudure dessus. Voilà, c'est un travail collaboratif. Pareil comme un exosquelette. Un exosquelette, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une sorte de tenue robotisée qu'on enfile. Tout à fait, qui permet, d'augmenter sa force, sa rapidité. Voilà, exactement. Simplifier sa tâche et de ne pas fatiguer. Tout ça, c'est des robots. Donc, je pense que ça va commencer comme ça. Par contre, moi, je vois effectivement un peu plus loin, pas dans 15 ans, mais dans 30 ans, la robotique aura vraiment pris beaucoup de place. Et je pense que là, effectivement, je rejoins donc l'étude. Il faudra réellement commencer à réfléchir justement à ce changement en profondeur de nos sociétés. Et il faudra effectivement réfléchir à différentes choses. Comme par exemple, tel que moi j'imagine, serait par exemple transférer peu à peu les charges sociales des humains sous forme de taxes pour les robots. Et ça permettrait en fait de baisser le coût d'un salarié qui pourrait augmenter son salaire, et en plus les entreprises pourraient embaucher plus de monde, et le robot resterait quand même une solution compétitive. On en est à ce stade-là, à faire des réflexions fiscales autour de l'arrivée des robots dans nos sociétés, Frédéric Boidron. Je pense que de toute façon c'est peut-être pas encore, nos politiques n'ont peut-être pas encore pris conscience de ça, mais je pense qu'il faut maintenant y réfléchir, puisque c'est quelque chose quand même, 30 ans, ça paraît loin, mais c'est en même temps très près. Et la révolution commence à se faire maintenant. Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot. Justement, qui sont ces robots? On va vous les présenter, certains d'entre eux. On parlait du petit Nao, aujourd'hui très célèbre, mais il existe de nombreux robots aux utilités très variables. On va vous présenter notamment celui de Fabien Rimbaud. Il est le PDG de la société Cybdroid qui développe un robot humanoïde baptisé Aria, très grand, un robot qui fait presque 1m70, 2 bras, 2 jambes, très impressionnant. Il va nous expliquer de quoi est capable aujourd'hui Aria, de quoi sera-t-il capable demain. Vous êtes sur Sud Radio Apprendre et Comprendre dans le grand référendum. Vous aussi, vous participez à ce débat. Est-ce qu'il faut craindre pour nos emplois à l'égard de ces robots? Est-ce qu'il faut craindre ces robots concernant nos emplois? Vous votez sur sudradio.fr, 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir à l'antenne. Vos commentaires comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sud Radio. 9h, 11h. Le référendum, c'est l'esprit de la 5e République. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Bonjour Fabien Rimbaud. Bonjour. PDG de la société Cybdroid, vous développez un robot humanoïde baptisé Aria que j'ai commencé à présenter. Fabien Rimbaud, oui. Ce robot baptisé Aria, alors je laisse les auditeurs aller voir un petit peu sur Internet à quoi il ressemble. À quoi il sert ce robot Aria? C'est un homme ou une femme d'abord? Vous l'avez féminisé ou masculinisé? Est-ce vous avez choisi vous lui avez choisi un sexe déjà, ou pas? En fait, c'est une robote.
Pour une raison très simple, c'est qu'on a étudié sur de nombreuses générations précédentes, 3 générations en fait l'ont précédé. Le même robot avec un endosquelette de type masculin effraie les gens, alors qu'avec un endosquelette au code féminine, c'est des ratios largeur d'épaule, largeur de hanche, plastron et ainsi de suite, rassure instinctivement les gens. Donc effectivement, on fabrique des robots, même si il n'a pas un aspect féminin. L'aspect extérieur du robot primordial pour son acceptabilité, entre guillemets, Fabien Rimbaud. En fait, c'est pas forcément, à mon sens, l'aspect extérieur du robot, c'est plus ses côtes, sa morphologie. Donc, le robot doit être rassurant. Ça passe pas forcément par un design, mais plus par des proportions. Ça passe par des proportions. Ouais. Justement, il faut pas qu'il soit plus grand que l'homme, par exemple. Non, effectivement, c'est pour ça. Aria est un robot relativement grand. Là, il fait 1m68 pour être précis. Il peut inquiéter certaines personnes, même si très très vite les gens s'attachent à lui. En fait, je pense que les premières générations de robots qui seront disponibles dans les foyers et pour l'aide à la personne seront des robots qui seront plus de l'ordre de 1m20, 1m40. Aussi pour des problèmes de sécurité en cas de chute du robot ou ainsi de suite. Il faut des robots petits et légers pour présenter aucun danger pour le citoyen. Alors, le robot populaire, le robot de cinéma qu'on aime bien, il est souvent très grand, très puissant, il a des rayons laser, des capacités physiques qui dépassent largement celles de l'homme. Mais dans la réalité, effectivement, tous ces critères sociologiques, j'ai envie de dire, Fabien Rimbaud, sont déterminants pour le succès à venir du robot. Précisément, Aria, vous la destinez à quoi ? À quoi doit-elle servir chez vos futurs clients, les gens qui souhaiteraient l'acheter ? C'est même pas des futurs clients, parce qu'elle sert déjà. Aria est un robot événementiel, c'est-à-dire qu'elle sert aussi bien lors de meetings que sur des salons, que sur des réceptions de soirées VIP. Elle tient un petit peu un rôle d'hôtesse d'accueil, présentatrice de produits, de plans marketing, ainsi de suite. Là, elle a travaillé pour Audi, elle a travaillé pour la Caisse d'épargne aussi. Pour de nombreuses sociétés, en fait, c'est un vecteur d'image, c'est un nouveau support publicitaire, on va dire, pour les entreprises qui veulent s'associer à une image de haute technologie. Donc précisément, c'est elle la vedette en fait. Elle est censée servir, mais c'est elle la vedette. Elle est un petit peu la vedette, sachant que nous, notre business model fait qu'on loue en marque blanche, c'est-à-dire que notre entreprise s'efface complètement et on réalise des coques et des comportements qui sont sur mesure pour nos clients, ce qui fait qu'en fait, sur de nombreuses prestations, à chaque fois c'est Aria, mais les gens ne savent pas que c'est le même robot, c'est-à-dire qu'elle change très souvent d'apparence et d'attitude. Donc c'est vraiment... Oui, non, Fabien Rimbaud, est-ce qu'on est encore dans le gadget ou véritablement aujourd'hui, elle peut remplir la fonction pour laquelle elle a été créée, à savoir... C'est quoi? C'est un robot de protocole, entre guillemets, Aria? Oui, voilà, c'est ça. Un petit peu comme Z6PO dans Star Wars. Effectivement, c'est un robot de protocole et elle remplit très très bien sa tâche et tous nos clients sont très contents au point que là, on lance la fabrication de plusieurs exemplaires pour pouvoir répondre à la demande. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de robots sont beaucoup dédiés précisément aux relations humaines. On parlait à l'instant avec Frédéric Boidron. Il nous présentait ces robots de compagnie qui vont arriver dans nos foyers d'ici quelques années. Vous créez ce robot de protocole. Créer des robots pour les relations humaines, c'est quand même assez étonnant que ce soit cette voie-là qui soit suivie par une majorité de développeurs de robots aujourd'hui, Fabien Rimbaud. En fait, non, c'est pas du tout étonnant. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, vous l'évoquiez, le cinéma, la littérature nous a abreuvé en fait de robots méchants, destructeurs et ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est que la littérature, la science-fiction présente souvent le robot. Nous, en interne, c'est un petit peu ce qu'on considère comme des chars d'assaut. Les robots qui vont arriver chez les gens ne sont pas des chars d'assaut, sont des Twingo. Donc en fait, il y a besoin de faire un nettoyage au niveau de l'image de ces machines et ça passe par faire connaître aux gens. Et faire connaître aux gens, ça passe par les montrer, ça passe par le fait de les présenter sur des salons, que les gens voient que ce ne sont pas des machines dangereuses, mais que ce sont des machines qui sont utiles. Et pour qu'ils puissent s'en rendre compte, la meilleure façon, c'est de faire en sorte qu'ils interagissent avec l'homme, donc effectivement être un peu un médiateur social. Alors, vous dites il faut veiller à ne pas introduire des chars d'assaut chez les gens. Mais justement, Frédéric Boidron, je me tourne vers vous. La semaine dernière, la ministre de la Défense norvégienne a publiquement pris position sur un sujet qui nous paraît extrêmement virtuel, mais qui est néanmoins crucial pour l'avenir. La Norvège s'oppose à l'interdiction des robots tueurs. Voilà ce qu'elle a dit exactement. Il serait inopportun d'interdire le développement des robots tueurs. Il est aujourd'hui difficile de savoir ce que recouvre cette notion.
on n'exclut pas la possibilité de demain de développer des machines capables de tuer des hommes précisément. Est-ce qu'on est là sur un débat éthique qui est tranché en faveur de la création ou non de ces fameux robots tueurs? Le fait que la Norvège s'oppose à l'interdiction des robots tueurs, ça suppose qu'on envisageait cette interdiction, mais le débat n'est pas terminé, il semblerait, Frédéric Boidron. Non, en fait, ces robots tueurs existent déjà depuis quelques années, malgré ce qu'on pourrait croire. Par exemple, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a déjà des robots tueurs sous la forme en fait de petites tourelles qui peuvent tirer à vue en fait sur les personnes qui peuvent se rapprocher. Ça, c'est déjà pour moi des robots tueurs. Effectivement, il y a un débat. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui, autant la robotique me fascine, autant cet aspect-là me répugne. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cet univers. Mais de toute façon, malheureusement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, c'est-à-dire qu'on l'interdise ou pas, un État qui voudra s'équiper de ce genre de robot, il le fera. Voilà, c'est un peu le problème. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, en fait, par exemple, moi, quelque chose qui me fait peur. Alors, les drones que vous avez sûrement déjà entendu parler, voilà. Oui, ces avions pilotés à distance, voilà, pilotés depuis le sol, oui, tout à fait. Une des choses, moi, qui me fait vraiment peur sur ce type de modèle, c'est que ces drones ne sont même pas pilotés par l'armée, mais par des sous-traitants, des opérateurs privés. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pour moi déjà n'est pas, enfin, ça devrait même pas exister. Mais bon, ça, là, je deviens après utopique je deviendrais utopique si je disais que parce que de toute façon, l'armée s'emparera toujours des dernières technologies. Et effectivement, la Norvège a exprimé son désaccord sur ces termes-là. Mais de toute façon, si c'est pas la Norvège, d'autres le feront. Si c'est pas la Norvège, d'autres le feront. Justement, Fabien Rimbaud, est-ce que Aria peut tuer ? Est-ce qu'elle est programmable pour tuer ? Honnêtement, c'est impossible. Bien sûr qu'on peut imaginer un militaire qui va utiliser une Twingo pour aller se battre. Mais voilà, Aria, ça reste une Twingo, une voiture de tous les jours. Donc effectivement, elle pourrait être légèrement dérivée, mais elle aurait aucune utilité dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut bien faire un distinguo et qui est très très important entre la robotique civile et la robotique militaire, qui sont vraiment des machines qui en apparence peuvent se ressembler, tout comme un char d'assaut, une Twingo se ressemble. Ça avance, ça recule, ça tourne. On est bien d'accord que c'est pas du tout des machines conçues de la même façon et qui ont la même utilité. Donc non, il y a la robotique civile ne présente aucun danger. Effectivement, là, je rejoins mon confrère Frédéric Boidron. C'est de la robotique militaire qu'il faut s'inquiéter, sur laquelle il faut vraiment légiférer au niveau de la dangerosité. Faut-il craindre les robots, ces robots qui seront des Twingo ou des chars d'assaut, nous a dit Fabien Rimbaud, PDG de la société Cybdroid, basée à Limoges. On est en ligne également avec Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot. Vous êtes sur Sud Radio, Apprendre et comprendre, le grand référendum. Emploi, faut-il craindre les robots ? Vous votez sur sudradio.fr. Pour là, vous êtes assez partagé, 50-50, entre la crainte et néanmoins aussi les espoirs que génère l'arrivée très prochaine des robots dans nos quotidiens. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un petit instant. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, Apprendre et comprendre. Et s'il faut craindre les robots concernant nos emplois, en écho à cette étude menée par le cabinet Roland Berger qui nous affirme que d'ici une dizaine d'années, les robots pourraient prendre jusqu'à 3 millions d'emplois, notamment dans les services et certaines professions dites intellectuelles, la comptabilité, le journalisme, des compétences nouvelles pour ces robots qui vont bientôt arriver dans nos quotidiens, nous disent nos invités ce matin, Frédéric Boidron, Fabien Rimbaud, PDG de la société Cybdroid, et Muriel qui nous appelle également. Bonjour Muriel. Bonjour Dimitri. L'arrivée des robots dans votre quotidien, tout d'abord, vous en pensez quoi Muriel ? Ça vous inquiète ? Vous êtes impatiente ? Qu'en pensez-vous ? Ah ben non, alors pour moi personnellement, je suis pour le progrès, donc c'est très bien, mais il faut quand même être lucide. Oui, ça va supprimer des emplois. Rappelez-vous, il y a des années à Boulogne-Billancourt, Renault, le jour où les bras articulés, etc., et il y en a toujours, qui montent les voitures, les caisses
caisse au supermarché où il n'y a plus de caissière, où vous passez tout seul, tout ça, ça supprimait des emplois. Donc, faut être lucide. Oui, ça supprimera de nombreux emplois. Les chiens, peut-être, qui coûtent 13 000 € pour les personnes handicapées, seront remplacés par des... Voilà, même les chiens seront remplacés. Il faut quand même ouvrir les yeux. Par contre, on ne peut pas... Enfin, moi, je ne suis pas contre le progrès, parce que grâce aussi à... On opère, oui, j'ai oublié de vous dire, on arrive à opérer aussi avec, et très précisément, avec des robots. Oui, une assistance qui est apportée aux chirurgiens, effectivement, par la robotique. Donc, quelque part... Voilà, il faut être alors pour le progrès dans certains. C'est pour ça que je suis un peu en dilemme. Mais de l'autre côté, faut être lucide et puis réfléchir sur cette question. Ça va supprimer forcément des emplois, notamment. Regardez, vous faites le plein tout seul dans votre voiture. On n'a plus besoin de pompistes et c'est un peu regrettable parce qu'il n'y a plus de contact humain. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura demain des robots pompistes qui nous feront le plein? Moi, je pense pas. Ça coûtera... Non, ça coûterait encore plus cher. Ça coûterait plus cher, effectivement. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison. Vous résumez assez bien ce que beaucoup de gens pensent. Ce dilemme, d'un côté, effectivement, les robots, pour le progrès, on est aussi curieux de les voir aussi. Vous avez déjà vu un robot de vos yeux, Muriel, ces robots bipèdes qui nous ressemblent aujourd'hui? Non, j'ai vu, comme tout le monde, l'aspirateur qui nettoie tout seul et qui se promène dans la maison. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Par contre, après, je suis comme tout le monde. À la télévision, j'ai vu des prototypes, des choses comme ça. Bon, c'est très intéressant au niveau scientifique, mais je vous dis, faut pas se voiler la face. Forcément, ça fera des dégâts au niveau de l'emploi. Ça, c'est clair et net. Alors, ce que vient de nous dire Muriel, précisément, Fabien Rimbaud, c'est intéressant. Ce dilemme qu'aujourd'hui beaucoup de Français ont à l'égard des robots. Vous pensez que le jour où ils en verront un, où ils pourront le côtoyer, ce robot, leur opinion va changer, ils seront conquis, vous pensez, Fabien Rimbaud? Alors, en fait, je pense clairement oui. La problématique concernant l'emploi est mal posée, à mon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, les robots vont arriver dans les entreprises, les PME, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, sur les générations immédiates, il y aura forcément besoin de téléopérateurs, d'opérateurs humains qui interviendront. Les robots, en fait, les premières générations grand public ne sont pas destinés à remplacer l'être humain, mais à combler un vide, être présent là où une main-d'œuvre serait nécessaire, mais que de toute façon, les finances ne permettent pas de créer un emploi, que ce soit dans l'aide à domicile, que ce soit dans les usines et ainsi de suite. Mais ça coûte cher un robot, vous dites, ça coûterait moins cher qu'un emploi? Non, pas forcément. Écoutez, un Baxter, on peut l'avoir pour 15 000 €. 15 000 €, la machine, elle va fonctionner pendant 10 ans. 10 ans, on ne paye pas un salaire avec ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le fait de pouvoir industrialiser comme ça des petites PME en France permet de les rendre compétitives. C'est-à-dire que du coup, ces entreprises-là n'ont plus besoin de sous-traiter dans des pays asiatiques ou à l'étranger. Donc il y a deux phénomènes qui se passent. C'est que ces entreprises vont pouvoir prospérer grâce à ces machines, donc effectivement créer de l'emploi. Et deuxièmement, ça va permettre aussi d'un point de vue écologique, on va dire, déjà de ne plus sous-traiter à des populations miséreuses, économiser aussi tout ce qui est transport à travers des super-tankers, économiser des mégatonnes de gasoil. Donc, c'est une opportunité pour la France de pouvoir redevenir compétitive en relocalisant sa production. Donc, le robot, il n'est pas là pour remplacer la main-d'œuvre humaine, il est là pour rendre la France compétitive sur son outil de production. Si la France devient compétitive, à ce moment-là, elle pourra de nouveau embaucher. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en accord avec l'étude qui a été faite. Effectivement, il y aura 500 000 emplois qui vont être créés directement chez les fabricants de robots et chez les programmeurs, mais ça va permettre de rendre le pays beaucoup plus compétitif et de pouvoir produire lui-même ses propres produits et arrêter de sous-traiter à des gens qui exploitent la misère humaine. Muriel, donc, il est plutôt convaincant, Fabien Rimbaud, dans sa démonstration. Alors, économiquement parlant, si je l'avais en face de moi, je prendrais une feuille de papier puis je lui démontrerais que quand on supprime des emplois, ça génère quand même des gens au chômage, etc. Je vous dis, qu'ils comprennent bien, je ne suis pas contre le progrès, je dis seulement qu'il faut quand même prendre conscience qu'il y aura des gens encore sur le carreau et pas des gens spécialisés. Alors bien sûr, dans la technologie, ça va créer des emplois, mais des emplois de haut niveau. C'est-à-dire ça va encore laisser les gens
en bas, enfin les gens qui sont non diplômés, sur le carreau, je suis désolée. Les caissières, les caisses automatiques là où on passe, je suis la première à y passer parce que j'aime pas attendre, j'ai pas le temps, etc. Il n'y a plus personne. Il y a une seule caissière pour 6 caisses où vous passez tout seul. Ne dites pas que ça génère pas de l'emploi, enfin que les gens sont pas au chômage. Et c'est vrai que là, c'est toute la contradiction du consommateur et du citoyen que nous sommes, Muriel. D'un côté, mais par contre, je suis, comme je vous dis, je suis pas contre le progrès, parce qu'avec ce progrès, c'est vrai qu'on a fait, regardez les portables, on sort dehors, on est à 10 km de chez soi, on peut vous joindre, on n'allait pas se promener avec le gros téléphone, tout le monde est bien d'accord mais forcément, là où il y avait 5 comptables, avec un ordinateur, on n'a plus qu'un seul comptable, voilà. Et oui, Frédéric Boidron, ça va être dur aussi de l'acceptation du robot, à la fois comme un outil qu'on pourra avoir chez soi, mais aussi un concurrent potentiel, celui qui pourra vous piquer votre boulot demain. Ce que dit Muriel est assez juste. C'est vrai que ceux qui vont s'orienter vers ces filières robotiques, les techniciens de robotique, n'auront sûrement pas de problème d'emploi. Néanmoins, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver concurrencés par l'arrivée des robots, dans la généralisation des robots dans notre société, Frédéric Boidron. Alors, juste une petite chose, des robots pompistes, en fait, ça existe déjà. Juste une petite parenthèse. Des robots pompistes, ça existe. Oui, déjà, il y a des pompes complètement automatisées où la voiture s'avance, le type de voiture est reconnu et en fait après il y a un bras robotisé qui sait reconnaître où aller chercher donc le trou et mettre donc le carburant dedans dans le véhicule, ouais. Alors, voiture, il ouvre mon bouchon d'essence, il me sert tout seul. Donnez-moi le nom de la station, qu'on le sache, parce que il y en a en ai jamais entendu parler. Il y en a eu en test dans le nord de la France, mais je sais que voilà, ça existe. Si vous faites une recherche net, vous trouverez. Alors, j'ai plus les noms exactement. Alors sinon, si je peux me permettre, pour le reste, je comprends très bien votre peur. Non, moi je suis pragmatique. Je pense aux autres, je ne pense pas à moi. Voilà. Mais je comprends totalement votre peur. En fait, il faut plutôt imaginer ça comme des vases communicants. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vous le cache pas, il y aura certains métiers qui, comme à d'autres époques, vont disparaître. C'est-à-dire que tous les métiers où il y a des tâches répétitives, ce genre de métier va disparaître, comme à d'autres époques, d'autres métiers ont disparu, suivant l'évolution de la technologie. C'est la simple suite des choses. Mais il ne faut pas s'imaginer que si les métiers disparaissent, les gens n'ont plus de travail. Effectivement, ils n'auront peut-être pas de travail à ce moment-là, mais à côté de ça, la robotique va engendrer énormément, ça va être un énorme appel d'air en fait de demande en poste autour de la robotique. Il y aura énormément de travail dans ce domaine, et il faut savoir que tout le monde peut travailler dans la robotique en fait, puisque des robots comme Baxter, qui a été cité tout à l'heure par Fabien Rimbaud, c'est un robot qui est capable d'être programmé par entre guillemets n'importe qui. Imaginez je reprends. Vous voulez dire que comme pour les applications sur téléphone, par exemple, on pourra, ça va créer une sorte d'écosystème, quoi, en gros, le robot. Ce que je veux dire, c'est le smartphone, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. En 5 minutes, on comprend un peu les bases. Enfin, moi, je ne serais pas calé pour fabriquer une application. Hein. Muriel, je ne sais pas pour vous, mais les robots comme le Baxter, en fait, sont programmés très simplement. Il suffit de lui montrer en gros une tâche, et lui, il la refait derrière autant de fois qu'on le désire. Donc, je pense qu'on va aller dans ce domaine. Et donc, il va falloir des télémanipulateurs, des personnes qui vont justement, qui vont donner les ordres aux robots. Et là, il n'y a effectivement pas besoin de beaucoup d'années d'études pour savoir programmer un robot. Dans les années à venir, on va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va être, pour moi, un système de vases communicants. Il y aura effectivement certains métiers qui vont disparaître, mais il y en aura énormément d'autres métiers qui vont apparaître. Je rejoins également Bruno Bonnel sur Fabien Rimbaud. Fabien Rimbaud, vous pensez qu'il faudra parler de travail en ce qui concerne l'activité des robots, parce que tout travail mérite salaire? Il faudra rémunérer les robots? Non, quand ils auront conscience d'eux-mêmes d'ici quelques décennies, c'est possible. Mais pour l'instant, non, pas du tout. C'est un outil,
et qui n'a pas à vocation de concurrencer l'être humain, tout comme la pince n'a pas pour vocation de concurrencer la main. C'est deux choses différentes. Le robot travaillera dans un premier temps en collaboration avec l'homme. Et le robot, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne nécessite pas de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir être utilisé. S'il y a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, c'est que quelque part des entreprises comme la nôtre ont raté leur objectif. Notre objectif, c'est de faire que ce soit des machines où il n'y a aucune connaissance à avoir pour pouvoir les utiliser. Donc les main-d'œuvre qualifiées ne seront pas abandonnées au détriment de ces machines. Donc c'est vraiment le principe même fondamental, la base de la robotique, c'est de n'avoir besoin de rien faire et de ne rien savoir pour que... Non, mais vous mélangez l'utilisateur et le constructeur, parce que les emplois sont générés par le constructeur. L'utilisateur, quand vous l'avez chez vous, bien sûr, vous avez besoin de personne pour appuyer sur le bouton. Mais écoutez, moi, j'ai pas d'employé chez moi. On est bien d'accord. On parle de travail. Oui, et en termes de travail, écoutez, c'est très simple. On a rencontré énormément d'infirmières parce qu'on travaille, on travaille sur une nouvelle génération de robots dédiés à cet univers-là. On a rencontré énormément d'infirmières qui étaient très hostiles aux robots humanoïdes pour l'aide à la personne à domicile, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation... Oui, on les comprend, c'est une concurrence pour elles, c'est tout à fait normal. Elles sont toutes aujourd'hui acquises à notre cause parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas être physiquement présentes tout le temps chez la personne. Alors que le robot, elle le considère, ces personnes-là, comme une extension d'elle-même chez l'individu, comme avoir une présence... Un outil supplémentaire. Un outil supplémentaire. Voilà, un outil exactement, lanceur d'alerte, et ainsi de suite. Et donc, la question des aides à domicile n'est pas du tout remise en cause. C'est une nouvelle aide à domicile. Et à tel point que ces infirmières-là nous pressent justement à développer ce genre de produit parce que pour elles pourront être beaucoup plus réactives. Eh bien, quel enthousiasme de la part de ces infirmières, en tout cas Fabien Rimbaud. J'ai retrouvé la fameuse station-service automatisée. Ça, c'est une entreprise néerlandaise qui fabrique ça. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé si on pouvait trouver ce type de station en France. Néanmoins, effectivement, ça existe. Quant à la question des clés sur le bouchon d'essence, eh bien, Muriel, je peux vous dire que j'ai pas trouvé la réponse parce que là, l'expérience est faite avec un bouchon sans clé. Donc, on pourra poser la question peut-être à cette société hollandaise un de ces jours. On est dans le grand référendum, on parle des robots. Faut-il craindre leur arrivée sur le marché du travail? Les robots concurrence. D'ici une dizaine d'années, 3 millions d'emplois impactés, nous dit cette fameuse étude publiée par le cabinet Roland Berger, contestée aujourd'hui par nos invités. On continue à en parler dans un instant sur le grand référendum. Vous êtes sur Sud Radio, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle des robots. Faut-il les craindre, ces robots? Craindre pour nos emplois? Perdre 3 millions d'emplois d'ici 2025, est-ce que c'est une angoisse qui vous tenaille? Est-ce que réellement vous pensez que ça va arriver? Ou est-ce qu'au contraire, comme nos invités, vous nuancez le discours en disant certes, des emplois vont disparaître, mais d'autres seront créés. Et au final, l'arrivée des robots, c'est une chose plutôt positive. Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot, justement. Je commence par vous. Je vous donne 60 secondes pour nous résumer pour votre argumentaire. Pourquoi, d'après vous, les robots sont plutôt une bonne chose dans l'arrivée, ces robots qui vont arriver, dans nos vies assez rapidement, des robots de service. 60 secondes pour nous dire pourquoi, d'après vous, il ne faut pas craindre l'arrivée des robots. C'est à vous. Tout simplement, le robot, en fait, n'est pas un remplaçant, mais un outil. Il sera là pour nous assister, pour nous permettre de nous apporter plus de confort, que ce soit dans le travail, à la maison, dans ses loisirs. Le robot va effectivement va redistribuer les rôles dans le monde professionnel. Certains métiers vont disparaître, mais il y en a tant d'autres qui vont apparaître à côté. Des opportunités donc pour le travail, pour un changement de cette troisième révolution industrielle, comme beaucoup commentent cette fameuse robolution dont nous parlait ce matin tout à l'heure Bruno Bonnel. À votre tour, Fabien Rimbaud, PDG de la société Cybdroid. Vous développez donc ce robot humanoïde baptisé Aria, robot protocolaire, façon un peu C3PO, ce robot doré qu'on peut voir dans Star Wars. Je vous invite à aller voir la tête d'Aria sur Internet. C'est un très beau robot, franchement, c'est vrai qu'il est très joli. Vous avez bien travaillé, Fabien Rimbaud. 60 secondes à votre tour pour nous dire pourquoi vous êtes plutôt optimiste de l'arrivée de ces robots dans nos sociétés. C'est à vous. Alors,
Tout à l'heure, on parlait de pragmatisme. Justement, on essaye de faire en sorte d'être le plus pragmatique possible. En parlant à une échelle nationale, c'est des machines qui vont permettre de retrouver une compétitivité qu'on a perdue quelque part. On a raté plusieurs révolutions, celle de l'informatique, celle du net, celle de la téléphonie. Il ne faut pas qu'on rate celle de la robotique. Le fait d'avoir de telles machines dans les entreprises va leur permettre de produire à bas coût, d'être compétitives, donc de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une société, une nation qui se porte bien et donc qui crée de l'emploi. Effectivement, peut-être certains emplois disparaîtront, mais la prospérité de la nation fera en sorte que, évidemment, ça créera beaucoup plus d'emplois que ceux qui disparaîtront. Donc, c'est une révolution, une revolution, comme le dit Bruno Bonnell, qu'on doit attraper et on doit être dans la course parce que sinon, on se laissera encore plus distancé et notre pays sera de moins en moins compétitif. Et là, il y a un réel danger pour l'emploi. Fabien Rimbaud, la France, justement, aujourd'hui, c'est par rapport au Japon, aux États-Unis, dont on entend beaucoup parler. On se situe bien ou est-ce qu'on peut encore faire mieux, vous pensez ? Alors écoutez, je pense qu'on se situe très bien. On se situait très très bien avec la société Aldébaran Robotique qui malheureusement avait demandé, de ce que je sais, une rallonge budgétaire qui n'a pas été suivie par l'État. Donc elle a été rachetée à hauteur de 80% par un fonds japonais. Donc on perd énormément avec la vente d'Aldébaran. Le truc, c'est qu'on a énormément de laboratoires et de petites entreprises qui se débattent pour essayer de faire comprendre à nos élites que c'est quelque chose sur lequel on est prêt et on peut être compétitif. Il y a un écosystème et il faut l'aider à se développer. Merci Fabien Rimbaud, PDG de la société Cybdroid. Vous développez donc ce robot humanoïde baptisé Aria. Merci à vous aussi Frédéric Boidron, rédacteur en chef du bimestriel Planète Robot.